Lyon, on ne l'a pas dit ce soir, mais ils reviennent à 1 point de Rennes et à 1 point de Marseille. Ouais. Enfin, grosse affaire. Si on nous avait dit ça il y a 2 mois. Oui, alors que tout le monde les voyait en Ligue 2, effectivement. Enfin, il y a un peu plus de 2 mois maintenant. C'est un match très très paradoxal qui montre quand même que dans le foot, on en a parlé la dernière fois, au niveau individuel, j'ai parlé de ça sur les entraîneurs et la confiance qu'ils arrivaient à insuffler. Tu sais, tu arrives à transformer une équipe parfois sur la confiance. D'ailleurs, à ce titre, à l'inverse, dans le camp nantais, je dirais que ce qui se passe avec Ablin, que je connais bien, est typique aussi de la confiance qu'un coach peut te donner en te remettant dans le jeu. Mais ce sera un autre sujet. Sur Lyon, honnêtement, effectivement, tu as totalement raison dans ce que tu as dit. Ils font pas un bon match. Ils sont pas bien dans le match, mais malgré tout, ils sont meilleurs, mais ils n'y arrivent pas. Et là, la confiance et le banc de touche. Moi, j'insiste sur le banc de touche. Tu fais rentrer ce Fofana. Qui fait toujours des différences. Et maintenant, Cherki, tu as vu l'attitude même du banc sur les buts lyonnais. En fait, si tu veux, ils ont retrouvé ce qu'il n'y avait plus du tout, c'est-à-dire l'unité d'un vestiaire. Donc, les joueurs du banc sont décisifs, l'atmosphère est bonne. Là, ils ont trouvé, Sage a trouvé vraiment Alors, à propos de Sage, parce qu'on se faisait la réflexion avec Walid. Bon, évidemment, match sans spectateurs, ça nous rappelle le Covid. Et alors, le seul avantage, c'est qu'on entend ce qui se passe sur le terrain et sur les bancs. Donc là, Pierre Sage porte parfaitement bien son nom, parce que je crois qu'on ne l'a pas entendu une fois pendant le match. Très calme, À l'inverse d'Antoine Comboiré. On a eu un Comboiré chaud. Mais Comboiré, en fait. Mais je ne sais pas s'ils lui ont dit, l'attaché de presse lui a dit, mais en fait, c'est un huis clos, on entend tout. Mais il passe son temps à pourrir les arbitres. Non, c'est même pire que ça, au bout d'un moment. Il s'est en plus, moi, j'adore Comboiré. Il s'est embrouillé avec Jamel Alioui, qui est l'adjoint de Pierre Sage. C'est incroyable comment il peut être calme dans la vie. Et complètement dingo en fait. Il ferme sa bouche lui. Et va devoir pourrir à quoi elle sert. À quoi elle sert là-bas. Bon, cela dit, il y a peut-être un carton rouge sur la casette. Il peut être discutable. C'est suite à ça qu'il a pété un peu. Avant ça, il était déjà. Mais pareil sur cette action, c'est là où il y a plus. Je vais sortir un énorme poncif, mais je pense il faut quand même le dire. Il n'y a plus aucun respect quand tu entends ça. Tu as raison, c'est intéressant finalement de voir ça en public. Parce que tu as un coach éducateur, entre guillemets, qui pourrit tout le monde pendant tout le match, qui va passer son temps, je te l'annonce en direct, là, en Mondovision, à pourrir les décisions d'arbitrage qui ont tué le match qu'il avait dans les mains. Ça va être ça, sa thèse et sa défense à Comboiré. Donc, un vieux truc de Ligue 1. Or, le match, je veux dire, Pierre Sage, tu vois, il dit rien, alors qu'à un moment donné, tu te demandes comment son équipe va ne serait-ce qu'égaliser. Il fait ses changements, il fait sa tactique, il fait jouer son équipe. Je veux dire, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de faire ce que fait Comboiré, si ce n'est à donner un exemple totalement pourri de ce qu'ont fait les bancs. Et j'ai entendu les bancs de touche gueuler, hurler encore comme pas possible. Sage, pendant tout le match, a dit ça se jouera là-haut. Si techniquement on est meilleur là-haut, ça va passer. Soyez patient. Il a juste dit une phrase qui moi, m'a fait sourire. Quand Malik Fofana marque le deuxième, il dit voilà, c'est ça faire la différence. Parce que Nouama, juste avant, avait fait quand même une première heure de jeu très très compliquée et il souriait. Mais c'est vrai que le huis clos, c'est dégueulasse et ça nous rappelle le Covid. Mais s'il y a un aspect intéressant, c'est ce que les coachs peuvent apporter, les bancs. Il y a quand même quelques indiscrétions qui sont parfois intéressantes. Alors j'avoue, c'est un peu voyeuriste parce que moi, j'avoue franchement, j'ai monté le son. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'écoutais attentivement. Et d'ailleurs, c'est même un peu limite. Le diffuseur, évidemment, les gars commentent le match, c'est logique, mais limite, t'as envie qu'ils se taisent à un moment pour que tu puisses entendre. Moi, je l'avais en version sans commentaire là-haut. Et c'est vrai qu'on entendait énormément. Et tu parlais de l'état d'esprit Flo, notamment lyonnais. Sur la fin de match, les 5-6 dernières minutes, tu sens même Lacazette, Tolisso, les mecs parlaient à Douillet Galetachar, ils parlaient à Jack O'Brien. En anglais, les gars, on reste calme, on va le gagner ce match-là. Sur Ryan Cherki, sur Malik Fofana, on sent qu'il y a un truc qui se passe du côté lyonnais. Alors, on n'a pas vu un très très grand match de la part de Lyon. Mais dans l'état d'esprit, les mecs, ils sont à bloc et ils veulent vraiment faire quelque chose sur cette fin de saison parce qu'on l'oublie, mais si l'Olympique Lyonnais termine le championnat 7e, ils seront obligatoirement en Europe. Si Paris gagne la coupe. Mais comme ils jouent Paris. Ils y sont d'un côté ou de l'autre. Ils y sont d'un côté ou de l'autre, donc ils seront en Europe. Merci Walid. Donc vu que la finale se jouera après la dernière journée, donc il y a un truc à faire et c'est Pierre Sage qui l'a dit contre Valenciennes. Maintenant il y a une voie pour aller aussi en championnat, donc il faut y aller. Et ce soir c'est un résultat très important parce que Rennes et Marseille ont perdu. Tiens, on a Antoine au 32-16 qui est là. Salut Antoine. Salut, bonsoir à tous les trois. Salut Antoine. Antoine. J'imagine qu'évidemment tu t'es content du résultat, mais c'est quand même sur la fin que Lyon est revenu. Ouais, exactement. On va pas se mentir, on fait 70 premières minutes qui sont, je trouve, très mauvaises. Je pense que c'était peut-être les plus mauvaises de l'année 2024. Mais après, si on va aller chercher le positif, moi ce que j'ai adoré en fait, c'est l'adaptation déjà tactique.
parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais on change de dispositif avec la rentrée de Cherki et de Fofana. 4-2-3-1. Ouais, 4-2-3-1. Et je pense que c'est un dispositif sur lequel on peut essayer de capitaliser sur les prochains matchs, parce que Cherki, à la sortie, il est quand même au lancement des 2 actions. Et puis aussi, on voit, mine de rien, on peut aussi remercier un peu Textor directement, parce qu'on voit qu'on se retrouve avec un effectif qui est quand même beaucoup plus complet que les 6 premiers mois, et ça fait depuis le début de l'année 2024 que les remplaçants font la différence. On a un effectif qui est beaucoup plus large, même on n'en parle pas, mais même un Baldé, quand il rentre, il fait du bien. Tu as tout à fait raison, Baldé qui était ultra mauvais. Ouais, sur le 3e but, là, il dépose complètement. Il dépose des aisés, je crois. Et puis il fait les efforts. Mais surtout, athlétiquement, il a retrouvé quelque chose. Ouais, il a retrouvé, mais je pense qu'ils ont retrouvé de la confiance. Parce que Baldé était perdu, mauvais. Ouais. Et moi, quand je le voyais, les gars disaient, mais Baldé, il n'a rien à faire à Lyon. C'est pas ça le problème, c'est que Baldé, il était tellement pas en confiance qu'il devenait mauvais. Sous Grosso, c'était pas un très grand joueur, mais c'est un meilleur joueur que ça. Et là où tu as raison, par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'effectif mal composé de Marseille et l'absence de banc, c'est vrai que là, regarde, le luxe entre guillemets qu'a Pierre Sage qui se dit je garde Cherki sur le banc, alors que c'est vrai que là il est plutôt dans une bonne phase. Il pourrait très bien prétendre à une place de titulaire qu'il aura peut-être au prochain match. Il a ce Fofana qui à mon avis est meilleur, et il a quelque part l'aspect d'un titulaire. Bon, enfin, je crois qu'il avait un petit pépin en plus là, mais qu'il met en impact player et ça marche. Donc quand tu as des solutions comme ça aujourd'hui en Ligue 1, c'est vrai que les 4 qui rentrent sont décisifs. Tu as raison, Valdé, Gif Torban, Malik Fofana. Et tu as raison de parler de Textor, parce que quelque part on critique beaucoup, et à juste titre, la façon dont les effectifs sont composés en Ligue 1. Cet effectif-là, ça n'allait pas. Et il faut reconnaître que quand même, quand tu prends Matic alors Orban, c'est à double tranchant parce qu'il est quand même, il rate beaucoup. Et Nouama, il a encore beaucoup de choses aussi à apprendre. Quand on parle des recrues, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est surtout sur les fins de match et sur les rentrants que la différence se fait sur les dernières semaines, notamment. On l'avait vu à Toulouse où ils perdent 2-1 et derrière la rentrée de Cherki avait fait aussi beaucoup de bien. Parce que si on regarde, un Mangala, il n'est pas là aujourd'hui. Benrahma et Nouama sur la première mi-temps, je les trouve très très neutres dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent. Décevant, Benrahma, c'est plus par la passe et par le centre sur les dernières prestations qu'il était bon, mais je trouve que dans le 1 contre 1, il est encore très timide, très timoré. De l'autre côté, Nouama. Mais moi, Benrahma, je peux faire un truc. Benrahma, pour moi, c'est un 10. Pour moi, il joue beaucoup sur le côté. Oui, depuis le début de sa carrière. Peut-être, mais moi, j'ai la sensation, plus je le vois jouer à Lyon, et quand le jeu implique qu'il change de position, tu as raison, c'est quelqu'un qui met des passes dans l'axe, qui arrive à trouver des différences. Moi, je crois que par rapport à la composition de l'effectif tel qu'il est là, effectivement, tu as des vrais joueurs de côté, comme Nouama, même s'il y a des progrès à faire, et comme Fofana. Et lui, à mon avis, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais il jouera plus dans un rôle axial. Après, ça fait beaucoup d'isflots, parce que les Belges te disent que Malik Fofana aime bien jouer dans l'axe, Cherki joue dans l'axe. Si tu me rajoutes Benrahma, ça fait quand même. Ouais, mais c'est intéressant en tout cas de voir. Gif Torban, s'il veut jouer, il va falloir qu'il joue dans l'axe parce que. Mais c'est intéressant quand même de voir que tactiquement, il a aussi une palette à sa dispo parce qu'il commence moi je vais dire même en 4-1-4-1, tu sais, 4-3-3, ouais. Et en fait, il finit en 4-2-3-1 et je pense que quand même, au final, cet aspect axial, cette qualité axiale là, qui manque dans le premier système a fait la diff effectivement. Mais parce que le problème c'est que sur la première mi-temps tu es beaucoup trop esselé, tu as Tolisso et Cacré qui sont beaucoup trop loin de Lacazette. Lacazette est obligé de faire des miracles, la seule grosse occasion qu'il a en première mi-temps, il se la crée un peu tout seul, et Lacazette, il faut le dire, il est très très performant dans la finition cette saison, mais dans le jeu, c'est plus le Lacazette qu'on a connu un peu à Arsenal ou à Lyon, capable de décrocher, d'aller sur le 6 adverse, de jouer à toi, à moi. Là, il a un peu de déchets cette saison, il a même beaucoup de déchets cette saison par rapport à son standing. Donc en fait, dans ce fameux 4-3-3, quand tu as un Lacazette qui a du mal à jouer comme avant, que Tolisso et Cacré ont du mal à se projeter, tu as un énorme no man's land entre les lignes. T'as le trou du 10. Et c'est pour ça que Cherki, dès qu'il est rentré, il s'est mis, et Pierre Sage le disait, notamment sur les commentaires, plus haut, Cherki, plus haut, Ryan, plus haut. Ne redescends pas trop bas. Matic et Cacré, ils vont déjà le faire. Déjà. Et dès que tu trouvais Ryan, Cherki et Malik Fofana, là, t'avais Maitland-Niles aussi qui pouvait s'intercaler. Là, tu pouvais trouver des angles de passe, te rapprocher de Lacazette. Et c'est comme ça que tu marques les buts. Même si Lacazette te met un but de chien de la casse aussi sur le premier, là, il va te le chercher. Il va contrer Zézé. Il y a quand même tactiquement un truc qui était prévisible. Et je suis un peu surpris d'ailleurs que Sage, qui maîtrise ça parfaitement, change presque pas plus vite ou plus souvent. À partir du moment où tu as Matic
qui joue déjà très bas. Alors c'est assez drôle parce que derrière, après, on l'a vu plus haut finalement. Mais il joue très bas. Effectivement, tu joues avec Tolisso et Cacré. Déjà, tu sais qu'il va te manquer un élément créatif et axial et plus haut, quoi. Et donc il l'a après, quoi. Il le met ça plus peut tard. être un déclic pour changer de système de jeu, tout à fait. Ce soir. Parce que là, Antoine, ça fait que ça commence à faire. En revanche, défensivement, j'insiste juste quand même sur Khaleta Char. Tu l'as trouvé si mauvais que En tout cas, ça passait. En fait, les ouvertures. Tu sais que Mostafa Mohamed, il a 3 occasions quand même. Ablin aussi. Ablin en première mi-temps. Ablin et Mostafa Mohamed. Et il y en a 2 au moins qui passent avec des passes tranquilles dans le dos de Khaleta Char, qui en plus évidemment demande le hors-jeu alors qu'il couvre de 2 mètres. Enfin, la classique. C'est à mon avis. Enfin, c'est un des points. C'est un des points faibles de cette OL-là. Parce que d'habitude, sur les dernières semaines, je le trouvais quand même plutôt fiable, le Croate. Antoine, tu veux rajouter un truc ? Non, après, je veux dire que c'est bien, parce qu'on se rapproche, et c'est rare d'ailleurs qu'on concrétise comme ça des occasions où les deux concurrents de devant perdent. Après, le calendrier qui arrive, là, on joue les 4 premiers quand même, d'affilée. Donc ça va quand même être compliqué de faire même 10 points, quoi. Enfin, évidemment, de faire 10 points, mais même 6 points, ce serait déjà bien, 6 points sur 12. Donc on va pas s'enflammer. Le chemin le plus rapide pour l'Europe, c'est la finale qu'on jouera le 25 mai. Donc on verra dans quel état sera le PSG à ce moment-là, quoi. Oui, mais faut pas faire un all-in sur la finale. Hein. T'es pas favori contre le Paris Saint-Germain. Le PSG va vouloir faire au moins doubler. Donc si tu peux aller, s'il y a cette opportunité d'y aller par le championnat, faut y aller pour le championnat. Il n'a pas tort. Ce qu'on remarque là, un peu dans le championnat à l'heure actuelle, et quand on a dit que ça avance pas devant Flo. Mais la journée d'aujourd'hui clarifie les choses aussi dans ce sens que certaines équipes qui ont pu rêver reviennent à la réalité. C'est-à-dire Rennes a pu rêver, ils ont fait une grosse série, bam, ils se prennent un peu une claque. Marseille s'est dit à un moment donné, on va repartir, bim, ils se reprennent une claque, tu sais. Et donc tu t'aperçois que quelque part Lyon, j'ai vu ce qu'ils ont fait pendant 70 minutes, parce qu'il faut quand même revenir à ça. Faut pas non plus s'enflammer pour dire tu vas rencontrer les 4 premiers et tu vas aller choper la 7e place et tu vas doubler tout le monde. Mais Flo, la finale, elle est de toute façon quoi qu'il arrive après le championnat. Donc tu sais, t'as pas à te préserver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que le niveau, en fait, on essaie de déterminer le niveau de chaque équipe. Ça commence à se positionner un peu correctement. Est-ce que Marseille, c'est insuffisant ? Quelque part, ils ne méritent pas d'être beaucoup plus haut en ce moment. Rennes, pareil. Rennes, ils ont à chaque fois le plafond de verre au moment où ils ne l'ont pas cassé, ils ne l'ont pas brisé au moment où ils pouvaient le faire. Ils l'ont encore montré aujourd'hui. Et ben Lyon, c'est pareil. Oui, Lyon est bon, mais là, les moments où ils ont été menés au score dans la première partie de saison, ils ne revenaient jamais dans ce cas-là. Là, ils sont revenus, mais contre qui ? Toulouse, Metz, Montpellier, je crois. Montpellier, Toulouse, Montpellier et Nantes. Là, comme par hasard, des équipes qui effectivement sont à leur portée. Les gars, on continue à débattre de la victoire lyonnaise de ce soir avec Luigi au 32-16 qui est là. Salut Luigi. Salut les gars, comment ça va ? Salut Luigi. Ça va et toi ? Eh ben ça va super, d'autant plus après une belle victoire. Bon, tu te souviens pas de l'anecdote avec Nelson Montfort ? Et Luigi, il remercie un certain Luigi. Ah oui, je l'ai pas. Tu te rappelles ? Si, Michael Chang. Écoutez ça. Michael Chang interviewé à la fin de son match par Nelson Montfort et en anglais. Et à un moment donné, il dit il remercie un certain Luigi. Et là, tu as, je crois que c'est Michel Drey qui est au commentaire et qui fait non, Nelson, il remercie Jésus. Parce qu'en fait, il a dit Jesus et Nelson Montfort a compris du buffet, je pense. Nelson. Ah, d'accord. Tu vois, le bon vieux Nelson. Il remercie un certain Luigi. Donc, c'était pas toi, c'était Jésus. D'accord. Bon, dis-moi, on parlait avec tout à l'heure Antoine des perspectives à venir de l'OL avant qu'on vienne sur le match. Toi, tu te dis quoi ? Tu te dis que là, c'est complètement relancé, que maintenant, il faut viser l'Europe et que ça devient un objectif ? Je vais être très clair, je ne suis pas d'accord avec Antoine. Pour lui, le chemin le plus court, c'est une victoire contre le PSG. Pour moi, une victoire contre le PSG, c'est jamais le chemin le plus court pour te qualifier en Europe. En l'occurrence, je ne suis pas non plus d'accord avec Flo qui dit oui, mais là, ils ont gagné contre Lorient, Metz, etc. Avant, on fait quand même Marseille, Lille et Nice. Donc en fait, si tu veux, le début de la relance lyonnaise, il se fait contre des équipes que, si je reprends tes mots, Flo, sont hors de notre portée. Donc moi, j'estime qu'on n'a pas à avoir de complexe face à Brest le week-end prochain, on n'a pas à avoir de complexe face à Nice, encore moins face à Clermont et Strasbourg qui seront nos 2 derniers matchs. Il faut tout mettre sur le championnat. Et pourquoi j'y crois, c'est que Pierre Sage, c'est la consécration de la méthode Courbis. C'est là, pour le moment, il fait un super truc il n'y a pas de remplaçant, il y a les titulaires et les finisseurs de match. On a enfin de la stabilité. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le nombre de fois où on a changé de composition pendant la crise en s'imaginant que c'était une bonne idée de changer
4 à 5 joueurs par match sur la feuille de titulaire. Et Pierre Sage apporte cette stabilité qui doit te dire que le chemin le plus court, c'est le championnat. Puisque le championnat, c'est de la régularité, c'est de la stabilité dans les résultats. Moi, j'ai juste un petit souci avec Noama qui ressemble dangereusement à Bertrand Traoré, mais je lui laisse encore un peu de temps. Oui, on va attendre un petit peu. Il est sur une mauvaise dynamique, mais on va attendre un petit peu. Bah ouais, mais c'est depuis le match contre Marseille, il est vraiment un peu à côté de ses points. Mais c'est de pire en pire. Les gars, Luigi reste avec nous, mais Pierre Sage est en conférence de presse, donc on va écouter le début de son intervention. De créer des situations en attaque rapide. Mais Anthony Lopez a aussi fait ce qu'il fallait pour nous laisser dans ce match. Voilà, et du coup, ça nous a permis de rester dans le match et de connaître le scénario que vous avez vécu avec nous en fin de match. Alors on écoute Pierre Sage, conférence de presse en direct, encore une réponse. Bon. On n'entend pas la question. Ça parle de... Ah oui, on lui parle d'Europe, justement, à Pierre Sage. En fait, au lendemain de notre qualification en finale de Coupe de France, on a réuni les joueurs pour assumer cette ambition-là avec le staff, en se disant, voilà, la vision qu'on a, c'est de jouer cette 7e place jusqu'à la fin de saison, ou mieux. Et on sait que ce parcours-là, qui se construisait sur 7 matchs de championnat plus un match de Coupe de France, sera peut-être semé d'embûches. Mais dans tous les cas, la manière dont on s'est maintenu en Ligue 1 en obtenant les 35 points lors de la dernière journée, on s'est dit qu'on ne lâcherait jamais, qu'on irait jusqu'au bout et qu'on croirait en cette chance, aussi infime soit-elle, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'au soir de la 14e journée, je le dis souvent, il y a une statistique qui était sortie qui annonçait que notre pourcentage de chance de se maintenir en Ligue 1 était quasiment de 0%. Donc on a été capable de renverser cette situation-là, donc pourquoi pas rêver encore plus haut et plus grand. Et ce serait magnifique de pouvoir vivre ça ensemble et que ça marque un peu l'histoire de cette équipe, l'histoire de ce groupe qui aura réussi à permettre à notre club dans un premier temps de rester en Ligue 1 et à continuer à être ambitieux. Parce qu'on a un club qui est ambitieux depuis très longtemps. Vous savez, il me semble que c'est en 1987 quand Jean-Michel Aulas achète le club alors que le club est en Ligue 2. Enfin en D2 en ce temps-là, sur les maillots, c'était écrit « Lyon, ville européenne » alors qu'on était en D2. Donc ça nous a toujours obsédés que de jouer l'Europe et vivre l'Europe. Donc c'est pas parce qu'on est pas forcément bien au classement qu'on n'y pense pas. Et donc quand on y pense, on est capable de mettre les actes en face. Moi j'aime bien ce discours-là parce que non mais il pourrait avoir une fin de saison. C'est qu'après Lyon ville européenne, ils ont mis juste un bridou. C'était moins tout à coup c'était moins Europe. D'accord, je sais pas. Et puis le 69 aussi. Et tout par gel aussi. Je n'ai pas 69 Walid, c'était pas un truc c'était pas Jackie et Michel. C'était pas un journal. D'accord, merci pour la précision. Non, moi ce que je disais c'est que j'aime beaucoup son discours parce que cette ambition, donner cette ambition à son groupe, c'est très très important. Parce qu'il y a des coachs qui auraient pu se dire, voilà, bah, on a eu notre 35 points pour le maintien, on va aller vivre notre finale à Lille, à Pierre-Mauroy contre le Paris Saint-Germain, notre saison elle est faite. Et d'avoir une petite saison libre. Et moi je pense que la meilleure des préparations pour la finale, c'est de cultiver cette dynamique positive. C'est vrai qu'ils ont une série de folies là, t'as vu le calendrier ? Bien sûr, mais Brest, Paris, Monaco, Lille. C'est en continuant à être performant. Contre Monaco, ils avaient gagné à l'aller, même si ça avait été très très difficile. Contre Nice, ils ont gagné aussi. Contre Brest, ils avaient perdu 1-0 dans un match complètement pour Brest qui avait, je crois, qui était rentré au moins 40 fois dans la surface de réparation. Mais c'est en travaillant, en se donnant cette ambition-là que cette équipe-là va progresser et qu'elle va arriver dans la meilleure des formes contre le Paris Saint-Germain. Avoir une fin de saison en bazardant tous ces matchs-là, c'est pas, moi je pense que c'est pas la bonne idée. Donc moi je suis d'accord avec lui, même si, comme l'a dit tout à l'heure Flo, il va falloir qu'il soit bien meilleur que sur les 60 premières minutes parce que face à une plus grosse équipe, ce soir ça fait 2-0 et on se l'est dit contre Montpellier, on se l'est dit aussi contre Metz, on se l'était dit aussi contre Toulouse. Donc ça, il va falloir que cette équipe de Lyon soit plus dans l'action que dans la réaction. Et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire la semaine prochaine, notamment contre Brest à la maison. Luigi, il annonce la couleur, Pierre Sage. Mais il a bien raison d'annoncer la couleur, puisque, messieurs, je vous rappelle quand même que Lyon, si on ne se qualifie pas pour l'Europe, mais on est dans la panade, hein, puisque là, encore une fois, Lyon, pas européen à la fin de la saison, c'est une catastrophe. Et la DNCG s'est pas gênée pour nous le rappeler au début de cette saison-là. Après, il y en a qui te diront entre la Conférence League et pas d'Europe, est-ce qu'il y a une grosse différence financièrement ? Mais bien sûr qu'il y a une grosse différence financièrement. En fait, juste parce que tu peux vendre un projet à la DNCG en disant que tu vas la gagner. Et résultat, ça peut être intégré si tu vas avoir des revenus, etc. En fait, la DNCG, ils analysent des projets en perspective.
ils n'analysent pas les comptes bruts. Donc tu peux vendre quelque chose de supplémentaire à la DNCG pour pouvoir recruter. Donc oui, financièrement, il y a une réelle différence. Oui, après, faire croire à la DNCG que tu as gagné la Coupe d'Europe, ils sont pas naïfs, les mecs de la DNCG. La conférence League, tu peux la gagner, la conférence. Tu en as gagné 2 sur 1650. Oui. Non, mais la conférence, il y a eu 2 éditions en l'occurrence. Donc effectivement, on peut difficilement en avoir gagné 1650. Toujours est-il que moi, j'ai confiance en Lyon. Quand il est question de compétition européenne, c'est pas comme si c'était un club qui n'en avait jamais connu. Et par ailleurs, je crois que jusqu'à il y a encore 1 mois ou 2, on était toujours le 2e club français le mieux classé au ranking UEFA. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est pas d'avoir des ambitions pour l'Europe. Ce qui me fait peur, c'est de mettre à la poubelle nos ambitions pour le championnat de cette année et de se concentrer uniquement sur cette finale à Lille contre Paris. C'est ça ce qui me fait peur. Parce que, juste, rappel à tous, oui, on va pas leur faire particulièrement peur au PSG avec cette équipe de l'Olympique Lyonnais, Mbappé. Et j'ai peur qu'ils se mettent dans la poche Jack O'Brien, Louis Caletassar, Maitland Niles, etc. Et oui, ça tient à ça. Donc, il faut arrêter de s'imaginer que notre seule voie pour l'Europe, c'est cette finale. Là, maintenant, il va falloir aller gagner à Brest. Il va falloir essayer de revenir avec un nul ou même perdre contre le PSG. Il va falloir gagner contre Brest. Et à partir de là, si on perd Brest, puis le PSG, puis Monaco, je suis d'accord, il faut tout mettre sur la finale contre le PSG. Mais tant que j'ai encore une chance mathématique probable d'arriver en Europe par le biais du championnat, je considère que c'est l'option la plus safe. Et stop, Lyon contre le PSG, on n'a pas des résultats de Cador. Ça fait depuis un but de Sergi Darder que j'ai pu rêver dans un match entre l'Olympique Lyonnais et le PSG. Donc, à un moment, on va arrêter de tirer des plans sur la comète. C'est pas sur cette coupe qu'on doit tout miser. On peut pas faire tapis là-dessus. On a besoin de l'Europe. Et très bon discours de Pierre Sage, donc, pour répondre à ta question initiale. Surtout que devant, ça avance pas du tout. La moyenne 2 points sur les 5 derniers matchs. T'as Lens qui doit être à 6 ou 7 sur 15, t'as Rennes qui est à 4 sur 15, t'as Marseille qui est à 6 sur 15, et encore c'était les 2 premiers matchs contre Clermont et contre Nantes. Entre temps ils ont perdu contre le PSG, contre Rennes, contre Lille. Donc il y a moyen, on va voir. Après on va voir ce qui va se passer. À eux de nous montrer qu'ils sont compétitifs sur ces matchs là. Ce qui est plutôt vraiment le truc à retenir quand même, c'est que ces 70 premières minutes assez étonnantes, parce qu'il n'y avait pas de raison qui expliquait ça. Ils étaient plutôt bien en place d'ailleurs. Le 4-1-4-1 fonctionnait en termes, on va dire, d'attente. Ils étaient plutôt bien et ils se sont fait bouger. Je te dis à tel point que Ablin et Mostafa Mohamed ont eu vraiment pas mal d'occasions en première période, que Lopez a été décisif. Il y a une frappe de Mostafa sur le poteau. Donc je pense que Sage, quand il analysera le match, il va plus analyser cette partie-là, parce que le reste, il sait que ça, Lyon sait le faire. Il a lancé des joueurs frais qui ont fait la diff. Et Nantes a eu le tort de ne pas conclure le match contre Reims la semaine dernière était meilleur de la part de Lyon dans le contenu, et pourtant il y a eu un partout. Et ce soir, tu gagnes et il est pas extraordinaire le match. Il faut parler aussi de la rentrée de Cherki, qui a été vraiment bonne. Il fait une belle semaine. Passe plus long vers l'évaluation, tu as raison. Entre son bel interview dans SoFoot, et je crois que vous en avez parlé cette semaine, et sa rentrée, ça fait plusieurs rentrées où il est positif. De la 60e à la 90e, il a été vraiment positif pour l'équipe. Entre les lignes, avec le petit Malik Fofana qui a fait aussi une très très belle entrée. Et surtout, effectivement, là où tu as raison, c'est peut-être aussi dans les touches de balle. Ouais, il a été pertinent, il a pas porté énormément, à moi. Et tu veux que je te dise, moi ce Cherki-là, il me parle vraiment. Et sur le temps additionnel, de la 90e à la 96e, là, il commence un peu à jouer à l'envers. Il y a 2-1 et il a 2-3 transitions où il respecte plus le jeu. Où il doit la donner à Gif Torban, il fait semblant de lui donner, il va à gauche. Et là, je me dis, purée, Ryan, tu fais une super demi-heure, tu fais presque gagner ton équipe à toi tout seul avec le petit Fofana. Et là, tu es en train de tout gâcher. Mais tu as raison de parler d'une séquence importante, là, parce que j'ai entendu que vous en parliez dans l'after et que Daniel, il a tout à fait raison. Cette interview, elle est très importante pour voir ce qu'est un joueur. C'est-à-dire que, effectivement, tu découvres un Cherki que tu ne connais pas comme ça. Et c'est très différent. Et je l'avais entendu aussi quand il a été avec Thierry Henry, quand il n'est pas certain d'être sélectionné. Et lui, il l'avait pris très positivement en disant je vais montrer un peu ce que je vaux. Et il dit qu'il avait raison de ne pas me prendre. Voilà, il a raison de ne pas me prendre. Là, tu sens que ça, je le mets sur le banc. Il dit ok, je suis sur le banc, mais je vais regagner ma place. Donc, si il le prend comme ça, déjà mentalement, c'est bon. Après, il y a un truc que j'ai trouvé très bon, c'est quand il élimine sur le côté
et qu'on croit qu'il va éliminer le deuxième joueur justement et qu'il fait la passe à ce moment-là. Et je me dis que s'il arrive à faire ça plus souvent, il sait tout faire. Donc en fait, on a envie de dire, mais c'est bon, on sait que tu peux éliminer 3 joueurs, mais parfois, il vaut mieux passer, donner et la récupérer derrière. Mais moi, je sais que l'adjoint Jamel Alioui, notamment, est beaucoup sur lui. Ils essayent vraiment de faire un gros travail. Et dans le côté positif, c'est que oui, dans l'état d'esprit, il veut faire gagner les matchs quand il rentre. Il l'a dit aussi en conférence de presse. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt physiquement dans cette équipe-là à jouer pendant 90 minutes. Si je peux apporter pendant 30, je dois apporter pendant 30. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait après Toulouse notamment. Donc, à poursuivre pour Ryan Cherki. Décisif, mais dans ce cas-là, si on parle de lui, il faut qu'on parle aussi de Fofana. Ah oui, non, Fofana, j'aime beaucoup. Décisif comme quasiment à chaque fois. J'aimerais que Luigi, donne-nous ton avis sur Cherki. Cherki, pour le coup, je fais encore partie de ceux qui disent qu'il a trop déçu pour le mettre titulaire maintenant. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé du rôle de Noama dans cette équipe. Est-ce qu'il ne devrait pas, lui, devenir finisseur et plus être titulaire ? Et justement, parlons de Fofana. Parlons de Fofana, puisque moi, je vois un vrai truc. J'ai vraiment le sentiment que ça peut devenir un vrai bon petit joueur. Et je suis pas sûr que Noama mérite d'être titularisé à la place de Fofana aujourd'hui. Là, la dynamique, elle plaide pas pour Noama. Noama, il a eu beaucoup de titularisation et sur les derniers matchs, c'est vrai que c'est assez décevant. On sent qu'il a de la qualité, qu'il peut allumer la lumière quand il veut, un peu comme Ousmane Dembélé dans une partie de terrain un peu plus bas pour faire remonter le ballon. Le problème, c'est que dans la finition, il y a beaucoup trop de déchets. Et Fofana, tu sens que il a une particularité, c'est qu'il a un grain technique qui est différent. Il a une explosivité. Ce qu'on appelle le QI foot. Je sais pas si c'est uniquement le QI foot. Là, entre les deux, je crois qu'il y a de ça. Parce que tu vois, ils ont un joueur qui en a pas du tout. C'est Gift Orban. Il y a un peu tout droit à Noama, les gars. Gift Orban. À Noama, alors, il n'y a pas que tout droit. Non, mais attention, il n'y a pas que tout droit. Mais il y a par contre le crochet récurrent que tout le monde a compris. Oui. Le coup de rein. Tous les mecs, tous les défenseurs de Ligue 1, ça y est, le connaissent. Il fait un tout droit latéral. Il repique dans l'axe, Il repique dans l'axe. Mais par exemple, moi, celui qui, parmi toutes les recrues, me fait très peur, enfin, j'attends, parce que ça restera un finisseur, un mec qui peut te mettre des buts, et il a encore marqué sur le 3e but. Mais le rapport au ballon de Gift Orban, c'est particulier. Pour l'instant, j'ai les yeux qui piquent. Moi, il me fait très peur sur et en dehors du terrain. Non, mais tu l'appelles Gift. C'est Gift ? Ouais, parce que c'est un cadeau, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Gift Orban, c'est vrai. Donc Gift Orban, pour l'instant, son rapport au ballon, mais après il sera. T'es sur tes gifs sur les réseaux sociaux. Ouais, moi c'est gif sur Twitter. Mais donc on va attendre là-dessus. Mais oui, le petit Malik Fofana doit être, et je pense que de toute façon Pierre Sage il est assez lucide là-dessus. Je pense qu'il jouera sur les prochains matchs. Il avait, je pense, un pépin. Il y avait une incertitude sur lui, parce que je sais qu'avant la journée, il était incertain et que c'est aussi pour ça qu'il a peut-être. Il avait fait un très bon match à Lorient aussi, l'un des meilleurs matchs de Lyon, le 3-0. Après, il y a toujours une hésitation chez les coachs quand ce système-là fonctionne, c'est-à-dire le mec qui sort et qui est très bon quand il entre, enfin le mec qui entre, je veux dire, et qui est très bon comme ça en remplaçant. Est-ce qu'il serait bon s'il démarre ? Est-ce qu'il serait bon à 100%. Là, il y a de la qualité. Fofana, il est voué un jour ou l'autre à être titulaire. Il va pas rester remplaçant. Peut-être que les mecs profitent aussi du travail de Sap sur les 60 premières minutes. Tout ça, c'est derrière, vrai, bien sûr, parce que regarde la défense. Il faut se rappeler quand même que Nantes a perdu Comert et que Zézé est rentré. Zézé, il a pris le coup de coude et derrière, il était quand même un peu en souffrance sur la fin du match. Il était en mode plutôt. Il avait un bonnet. Plutôt Florent Manodou. Ouais, Florent Manodou, Mais effectivement, il était en mode plongeon. Ouais. Luigi, merci. Merci, Luigi. Merci beaucoup, messieurs. À la prochaine. Et puis bonjour à Mario. Trop facile. J'aimerais parler du match de l'homme que Florent Gautreau a suivi de près ces derniers mois. Oui. Non, Nemanja. Oui, Matic. Matic. Oui, parce que Matic, au début à Lyon, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. On se disait, tiens. Et au final, semaine après semaine, il y a vraiment de questions qui se posent quand même, non ? Qu'est-ce que vous en il n'y a aucune question qui se pose sur ce joueur-là, puisqu'il le met dans des conditions idéales pour lui. À ça, comme d'hab, Matic, il joue à son poste là, devant la défense. Il s'est un petit peu après projeté. Il joue un peu dans un fauteuil. Il joue dans un fauteuil. Alors, et dans ce rôle-là, c'est parfait. C'est pour ça que je disais que, effectivement, comme Walid, que le changement de système ensuite, avec des joueurs plus créatifs et plus axiaux dans la deuxième partie du match, ça n'empêche pas que Matic il reste tout à fait bon. Mais si tu mets à côté de Matic, si tu mets pas en fait de gars capables d'aller remonter le terrain et aller en box-to-box, tu vas parfois être un peu en manque d'occasion. Mais en revanche, le gars installé comme ça par Pierre Sage en quarterback derrière, en récupérateur et en relanceur, en conservateur de ballon,
et en passeur. Il a mieux terminé le match qu'il l'a démarré. Moi, j'étais un grand défenseur de Matic à Rennes. On s'était un peu écharpé avec Flo, notamment. Mais là, moi, je trouve que sa semaine, elle est moyenne à Matic. Autant il a fait un très très bon démarrage avec l'Olympique Lyonnais et on l'a senti. De toute façon, c'est pour moi la pierre angulaire de cette équipe. Quand il est moins bien, cette équipe-là est vraiment moins bien. Et entre Valenciennes, heureusement que ça gagne contre Valenciennes, parce que contre Valenciennes, il joue un peu les mains dans les poches. Hein. Il est vraiment très très nonchalant, que ce soit défensivement ou même avec style, en fait. oui, mais là contre Valenciennes, il était vraiment il était vraiment passé à côté. Même il sort à la 70e, c'est pas anodin. Et ce soir, il a mis parce que moi ça me dérange pas que Matic il défende pas parce que c'est son style et Tolisso et Cacré doivent faire ce travail, ou même quand Mangala est là. Mais même dans ses intensités de passe sur les 60 premières minutes, je l'ai trouvé très très en dedans. Et quand Cherki est rentré, tu l'as dit, il a joué un peu plus haut. Il a été chercher un peu ses passes-là. Il a notamment une passe qu'il fait pour Malik Fofana en fin de match, là, qui est dans la surface de réparation, petite passe cachée. Et là, il était meilleur. Donc, semaine moyenne, mais il reste très très important pour cette équipe lyonnaise. Là, ça dépend vraiment du coach. Si le coach ne lui dit pas, je me souviens qu'avec Genesio, il y avait eu ça. On sentait que le coach lui avait dit parfois il faut vraiment que tu te projettes un peu plus, que tu fasses un peu plus offensivement. Et on l'avait vu d'ailleurs en Ligue Europa le faire. Contre le Panathinaikos. Mais sinon, si tu lui dis pas et qu'il y a un système qui est mis en place dans lequel il peut se contenter de faire ce qu'il fait, il va faire comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance. Mais j'aime bien ce petit dépassement de fonction parfois quand il le fait. Il amène le surplus et puis sa qualité technique aide en fait. Mais je pense que le système l'a aidé à faire ça. Et effectivement d'avoir un relais comme Cherki, même dans les petits espaces éventuellement autour de lui, tu vois, c'est de ça dont il a besoin. Ils ont craqué physiquement à ce moment-là, ils ont reculé et là ils pouvaient le faire. Ouais. Non mais c'est vrai que Matic c'est un joueur totalement à part et hors norme. Mais moi je suis un peu surpris, je vais te dire. Après il est clivant, il peut être clivant. Je suis surpris qu'il était titulaire contre Valenciennes parce que la stratégie avec Matic c'est aussi une stratégie de gestion du temps de jeu. Et tu vois, par exemple, le match contre Valenciennes, c'est pas faire un joueur à Valenciennes, mais s'il y avait un match pour le faire un peu sortir, c'était sans doute celui-là, parce que effectivement, si tu le fais jouer là comme ça, de Coupe de France, tu sors ton. C'est vrai, mais bon, je pense que ça j'avais moyen. Mais il m'avait surpris. Son match contre Valenciennes m'avait surpris négativement, vraiment. Mais là, de toute façon, on va voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Mais ça reste un joueur très important pour Lyon. Avant de parler de Nantes, j'aimerais qu'on accueille Quentin, qui est supporter lyonnais, qui a un petit coup de gueule à passer. Salut Quentin. Qu'est-ce qu'il a, Quentin ? Salut Quentin. Ouais, allô, vous allez bien ? Ça va Quentin ? Ça va. Ouais, moi, en fait, je voulais parler, et c'est le huis clos qui a permis ça, là, d'entendre un peu tout ce qui se dit sur le bord du terrain et tout. Ces deux, alors évidemment, on va dire c'est plus facile à dire pour moi, la supporter lyonnais qui est gagné ce soir. Mais l'analyse du football en premier par le prisme de l'arbitrage, c'est insupportable. Ah bah oui. Tu vois la pression qui est mise en permanence sur les arbitres. Mais en fait, j'en peux plus. Là, t'entends les mecs sur le côté qui râlent et l'arbitre et le coup de coude et ceci et cela. Vous avez entendu l'interview de Thierry Vella, je crois qu'il s'appelle à la fin du match. Non, on n'a pas eu le temps. Je vous le dis, il dit ouais, je suis juste à côté, pour moi c'est rouge, Lacazette il peut jamais jouer le ballon. Et en même temps, il regarde l'image et on voit Lacazette qui joue le ballon, qui est en train de... Mais les gars, vous êtes plus lucides de rien. Nantes, si vous avez perdu le match ce soir, c'est parce que Lyon, ils ont touché 45 ballons dans la surface de Nantes, et qu'à un moment, forcément, ça crée plein de situations. Et après, il y a des faits de jeu. Oui, peut-être que le rouge, il peut se donner, il peut ne pas se donner. Le rouge quand même. Objectivement, le rouge, il peut se donner quand même. Mais bien sûr qu'il peut se donner. Ça, il y a même pas donc de... toi, ton message, c'est laisser l'arbitre arbitrer, en fait, si je comprends bien. Mais ouais, mais c'est insupportable. Mais en fait, laissez l'arbitre arbitrer et remettez-vous en question. Vous pouvez pas passer une demi-heure là-dessus. Il y a deux choses. Quand tu as raison sur le fond, hein. Moi, je suis totalement d'accord. Je vais te dire, je suis totalement dégoûté par ce qu'on a entendu aujourd'hui, parce que franchement... Comboiré en direct, je crois. Est-ce qu'il est là ? Antoine Comboiré, conférence de presse. C'est la question. On va pouvoir entendre les réponses. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait des doutes et sur Nathan et aussi sur les milieux de terrain de savoir donc. Mais on avait le sentiment quand même si on était donc en souffrance défensivement, donc on avait quand même des possibilités d'aller de l'avant, quoi, d'aller leur poser des problèmes. Bon, on n'est pas arrivé au tout début. On a raté la première question.
Là, il parlait non, en ce moment de ses joueurs blessés. Je l'ai appelé, moi. Nathan me disait que tout allait bien, ça, il avait repris ses esprits et qu'il était capable d'être à 100%. Quoi. Est-ce que vous avez déjà utilisé une session de remplacement avec c'est ça. Je crois qu'il parle de la blessure de Commerce. Ouais. J'en ai fait 4, 2 et 2. On parle des changements. Pardon? Non, mais bon, ils rentrent dans une période où nous, on est déjà en difficulté, quoi. Et eux, ils sont en train de prendre le dessus. Bon, je crois qu'il n'a pas envie de faire des réponses très longues. Ouais. Donc, on va s'arrêter là. Juste je remercie Quentin. Oui, justement, par rapport à l'attitude de Comboiré, parce que bon, on sait comment il est, mais c'est vrai que là, ça met en lumière quand même un truc qui ne va absolument pas sur les bancs de touche de Ligue 1. Bon, on va pas y revenir, mais c'était vraiment catastrophique. Après, Nantes perd. C'est pour ça que même si Lyon n'a pas été bon, je tiens effectivement, comme l'a dit Quentin, à dire que Lyon a plus tiré, Lyon a eu plus d'occasions, Lyon a eu plus de ballons dans la surface nantaise. Ça, c'est quand même une réalité. Et surtout, côté nantais, tu as ce match qui finalement échappe à Lyon, mais tu ne mets pas ce deuxième but alors que tu as l'occasion de le mettre. Ablin, je voulais en parler, c'est intéressant. Comboiré le remet complètement en selle. Parfait. J'ai jamais vu Ablin aussi bien dans son attitude, dans son langage corporel depuis des mois que ce soir, fait avec les 2 derniers matchs. Donc tant mieux pour Ablin. Il a quelque chose, ce joueur, quand même. Il a un truc, mais il lui manque de la puissance, il lui manque de la confiance, il manque un truc. Il marque très vite, mais derrière, même lui, c'est insuffisant. Ses frappes au centre du but, dans les bras du gardien, ça peut pas le faire. Derrière, mon enchaînement sur Maitland, s'il est beau quand même, Lopez sort très vite. Ouais, mais après, Mostafa Mohamed, il marque pas. Donc Nantes ne doit s'en prendre qu'à son jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas marqué dans les temps faibles lyonnais. Ils ont eu l'occasion. Et honnêtement, je pensais pas que Nantes aurait autant d'occasions contre Lyon. Ils n'ont pas marqué. Derrière, ils se font quand même globalement manger. Et quand il y a les entrants lyonnais, c'est terminé. Il y a plus personne. C'est le foot. Après, tu pourras en faire. Maintenant, pour revenir à l'action, là, typiquement, on est dans le fait d'arbitrage et la décision d'arbitre. Tout le monde l'a vu. La VAR l'a vu. Tout le monde a vu que Lacazette, en se levant, fait un truc qu'il ne doit pas faire parce qu'il met carrément son bras dans la tête de l'adversaire. Donc, si à partir de là, les arbitres ont décidé que malgré tout ça, ils ont bien vu que Lacazette avait mal sauté, qu'il n'aurait pas dû sauter comme ça, qu'il a mis son coude et qu'il a fait très mal au Nantais qui saigne, et qu'ils n'ont pas décidé de lui mettre le rouge. Effectivement, c'est vraiment une décision de l'arbitre. C'est pas qu'ils n'ont pas vu un truc ou qu'il leur a échappé quelque chose. Maintenant, moi, je pense, effectivement, j'ai cru, quand j'ai vu l'action au ralenti, qu'ils allaient sortir le rouge directement. Je pensais qu'ils allaient sortir le rouge. Ouais, ça pourquoi je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle il ne sort pas, par exemple. Et puis après, on va accueillir les supporters nantais, mais c'est toujours pareil. Même s'il y avait eu rouge, tu n'as pas la garantie de gagner le match. Enfin, c'est toujours pareil. 1-0 à 11 contre 10 quand même. C'est vrai que tu sais pas. Ouais, tu sais pas, tu sais rien dans le foot, mais. Oui. Bon, t'enlèves le capitaine et le buteur lyonnais. T'enlèves le buteur lyonnais qui égalise derrière. Il est là, justement, Alexandre Lacazette, on va pouvoir l'écouter. Il reste 6 matchs, il me semble. Donc il y a encore beaucoup de matchs à jouer et tout est possible. Tout est possible, d'autant qu'il vous reste 6 matchs de championnat et la finale de Coupe de France. Donc sur les 2 tableaux, vous pouvez atteindre cet objectif. Oui, on peut l'attendre. Après, je reste maintenant concentré sur le championnat. On a le temps de penser à la Coupe de France. Mais oui, sur le championnat, il reste 6 matchs. Ça fait pas mal de points engrangés. On a des beaux matchs à jouer, donc c'est que du positif pour nous. C'est votre parcours et les difficultés en début de saison qui vous font rester prudent aussi sur tout ce qui peut se passer. Oui, totalement, parce qu'à l'image de notre première mi-temps, on est pas mal, mais on encaisse quand même un but. Donc tout n'est pas parfait, bien sûr. On a encore beaucoup de choses à corriger, mais il faut rester sur le positif et sur cette deuxième mi-temps et les buts qu'on a pu mettre. C'est quand même porté. Voilà pour Alexandre Lacazette. Dans un instant, les de retour, on va parler de Nantes. Un tout petit truc. Avec Joseph qui nous a. On lui dit à Lacazette, vous pouvez jouer sur 2 tableaux, on a parlé. C'est vrai aussi qu'ils peuvent perdre sur les 2, enfin perdre. Ils peuvent ne pas se qualifier en championnat, logiquement, et perdre en coupe, c'est quand même aussi, ce serait pas incroyable non plus vu leur saison. 23h37, Walid Acharchour est là, Florent Gautreau également, et Joseph est avec nous, il passionne depuis un moment. Merci d'avoir attendu. Joseph, bonsoir. Je vous en prie, je suis en retraite. Juste pour vous dire, le meilleur joueur lyonnais, c'est Lopez. Oui, il a fait un bon match en effet, il a été décisif. Ah oui, très bon match. Oui. Il empêche de marquer 2 buts, de marquer le deuxième, Nantais. Et après, il y a 3 faits de jeu, et à chaque fois, il y a Lacazette. Le premier fait de jeu, c'est qui blesse Commerce. C'est Lacazette. Et j'ai la particularité de lire sur les lèvres. L'arbitre dit à Lacazette, quand il blesse Commerce, doucement, je vous ai vu.
Ok. Et Lacazette, il est blessé, c'est fini. Comert est blessé. Oui. Doucement, je vous ai vu, qui dit. Ensuite, le deuxième fait de jeu, c'est le coup de coude. On a joué 70 minutes, puis après, on ne joue plus. Hein. Ouais. Après, la blessure de Comert, elle vaut pas, pour moi, elle vaut pas jaune. Hein. C'est sur un duel. Il s'arrête pas pour écraser le genou. Hein. Et non, mais en plus, je crois que la faute est sifflée. Il y a une faute qui est juste avant, qui est sifflée, il me semble, d'un joueur lyonnais. Je n'ai plus le nom. Oui. Et il continue, oui. Et il continue derrière. Mais donc, pour moi, ça vaut rien. Là. Il a quand même blessé Comert. Oui, non, mais à une certaine époque, les arbitres, en fonction de la blessure, pouvaient même sortir un carton a posteriori, rappelez-vous. Ça se fait plus trop. Okay. Il y aura des révisions. Autant je comprends sur Zézé, où on va pas en reparler 25 sur minutes. Zézé, il y a juste un petit truc, c'est que vous savez bien, j'ai fait du sport de très haut niveau, donc je sais ce que c'est. Vous savez bien que quand il y a 14 ou 15 ans d'écart entre le nouveau qui perce et puis l'ancien, il faut bien que l'ancien se fasse respecter. Je crois que ça vient de ça, le grand coup de coude. Et qu'est-ce que tu as pensé du match de Nantes, sinon ? Pendant 70 minutes, je trouve qu'on est mieux qu'eux. Et puis la rentrée de Cherki nous fait énormément de mal. Ouais, d'accord. Mais alors, si vous voulez, vous avez Lacazette sur la blessure de Comert, vous avez Lacazette sur la blessure de Zézé, ouais. Ouais. Et puis vous avez Lacazette qui égalise. Ça fait beaucoup, non ? Ouais. Bah écoute, il est dans tous les coups, on va dire. J'ai regardé Valenciennes, à chaque fois. Mais c'est pas de la faute de Lacazette si l'arbitre le sort pas. Hein. Il va pas s'empêcher de marquer un but après. C'est le Stéphanie Frappard qui était à Nantes, comme contre Valenciennes. Dis-moi, toi qui lis sur les lèvres. Oui. T'as pas regardé le petit échange Mbappé-Luis Enrique là hier soir ? Ça aurait été intéressant. Non, je suis supporter de Nantes. Alors, faut que tu lis sur les lèvres et que tu parles peut-être espagnol. Ah ouais, je sais pas si tu... Ou anglais. Tu te mets sur le dossier, tu nous rappelles demain. Je suis moitié catalan, ouais. On va t'envoyer, il faut qu'on lui envoie l'image. Parce qu'en fait, il y a eu un échange après le match un peu chaud apparemment, et bon, effectivement, il aurait fallu... Là, oui, je suis pas le seul à lire sur les lèvres, hein. On arrive bien à voir si on est attentif. Les insultes, ouais. Mais sinon, Nantes, il rate un gros coup ce soir pour le maintien. Parce que oui. après la victoire contre Nice la semaine dernière, parce que là, tu as un calendrier qui va pas être simple du tout. Tu as un match Le Havre-Nantes la semaine prochaine, dimanche à 13h, qui va valoir très très cher. Et derrière, le calendrier de Nantes, je l'ai sous les yeux, si je retrouve ça rapidement, c'est Nantes-Rennes, Montpellier-Nantes, Brest-Nantes, Nantes-Lille et Monaco-Nantes. Oui. C'est-à-dire nous, les supporters de la Loire, on est punis jusqu'à la fin de saison. Ah non, mais là, le calendrier, si tu perds contre Le Havre la semaine prochaine, ça va être compliqué. Hein. Oui. Après, tu me diras, le calendrier, il est dur pour tout le monde. On a quand même Clermont qui a marqué 1 point, Lorient et Metz qui ont marqué 0 point. Oui. Derrière nous. Oui. Mais là, le Havre-Nantes, là... je vais le suivre avec beaucoup d'attention. Nantes et Lorient, là, à votre avis, quel est le moins bien armé ? Lorient a un très très gros calendrier. En plus, je crois qu'ils ont 7 jours. Ils ont 3 matchs en 7 jours avec le fait que le Paris Saint-Germain décale son match. Oui, alors il va y avoir aussi un calendrier bouleversé pour Le Havre. Oui. C'est tout à l'heure Jean-Michel Roussier. Il a dit qu'il voulait pas. Expliquer ça dans Bartoli Time, très intéressant. Je savais pas, il a donné une info. C'est que la Ligue a dit à au Havre, si le PSG est en demi-finale, votre match contre Paris, le match du Havre, sera avancé. Ouais. C'est un match de la 34. Non, reculé. Non, sera avancé avant. Enfin, il sera avancé pour en gros le match de la 34e, mais ce jour-là avant la 33e. Et Roussier a dit, mais moi je refuse. Non, moi j'ai compris le contraire. Sauf que la Ligue va lui dire, mais toi, on s'en fout de ton avis en fait. Ouais. Enfin, il n'est pas content. Ouais. Déjà, il n'est pas content parce que le PSG a aligné une équipe C hier soir. Ça, je l'ai moins compris. Roussier. Mais Roussier, excusez, j'ai rien contre lui, mais le pauvre Roussier, en fait, il prend tout dans la tronche. Non, mais le pauvre, c'est le paillasson de la Ligue 1. Il s'est fait avoir sur les droits. Sur CVC. Il s'est fait avoir sur les droits. C'est une douille immense. Il se fait avoir sur le calendrier. Non, sur CVC, c'est une douille immense. Mais évidemment. Ah non, mais c'est. Mais moi, je défends Roussier là. Arrêtez de martyriser Le Havre. Moi, Le Havre, c'est un club ami. Tu le sais très bien, Gilbert. Mais autant l'histoire de la composition d'équipe. Mais l'histoire de la composition d'équipe du PSG, autant je suis en désaccord. Autant sur le fait de reculer ou d'avancer le match du PSG, je peux le comprendre. Et les CVC, bien évidemment que c'est, mais ça on le dit depuis très très longtemps, c'est n'importe quoi.